Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Tendance, rendez-vous, business, spectacle, expo, resto, tout ce qui fait vibrer la capitale est dans Paris est à vous. Et ce qui anime les discussions et les conversations entre patronat et syndicats, c'est entre autres la question de la formation professionnelle. La réforme doit être bouclée en décembre prochain. Les partenaires sociaux sont en pleine négociation. L'enjeu est de taille, rendre évidemment plus efficace la formation professionnelle. Alors nous avons sur ce plateau quelques-uns de ces négociateurs. Dominique Geoffroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général emploi et formation à la CFE-CGC. À vos côtés, Jean-Philippe Maréchal, bonjour. Vous êtes responsable formation à la CGT Île-de-France. Et puis en face de vous, Bernard Vivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Institut supérieur du travail. C'est un centre privé de recherche, de formation et d'expertise justement sur les relations de travail. Vous êtes notre expert aujourd'hui un peu plus extérieur à la question. Il nous manque bien sûr le patronat, mais le MEDEF ne souhaitait pas s'exprimer. Évidemment, on les avait lancés sur la question. J'aimerais qu'on rappelle, peut-être je vais commencer avec vous, Bernard Vivier, quels sont les enjeux? Parce qu'on sait que le ministre du Travail, Michel Sapin, a dit « Moi, je veux une vraie remise à plat. Je veux pas comme en 2004 ou 2009 des petites réformettes. Aujourd'hui, la formation professionnelle, il faut tout remettre à plat. » Pourquoi? C'est quoi le souci aujourd'hui principal? Le souci majeur est que la formation doit être considérée comme la meilleure assurance chômage. Pour les chômeurs eux-mêmes, 12-13% seulement des chômeurs accèdent à la formation, mais d'abord aussi, d'abord pour les actifs. C'est pour les actifs que la formation professionnelle a été installée, rappelons-le, en 1970, c'était un grand accord. Donc l'enjeu central, il est là, rendre l'outil formation professionnelle adapté, actualisé par rapport aux besoins des actifs et des chômeurs. Alors pour le gouvernement, il y a un enjeu très fort, il faut absolument que les chômeurs puissent davantage accéder à la formation. C'était un vœu déjà que Nicolas Sarkozy avait exprimé et que François Hollande exprime. Ah oui, d'ailleurs, quand il s'est présenté, il a amené de ses vœux, il avait fait un discours sur cette question-là d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Et puis un autre enjeu, c'est l'enjeu des partenaires sociaux. Aujourd'hui, nous sentons une négociation sous pression excessive du gouvernement, comme l'aurait été d'ailleurs Nicolas Sarkozy. François Hollande aujourd'hui met les partenaires sociaux sous pression. Or, rappelons-le, la formation professionnelle, c'est un des grands fleurons du paritarisme, c'est-à-dire de la vie entre patronat et syndicats. C'est l'organisation du marché du travail, c'est l'organisation des besoins dans les territoires, dans les branches professionnelles. On a là des partenaires sociaux côté syndical prêts à s'engager, côté patronal. Et l'absence du MEDEF aujourd'hui l'indique bien, le souligne d'une certaine façon un peu en repli. Pourquoi? Parce que le gouvernement, dans cette négociation, mélange tout et rien. Ça va être la négociation, on va parler de la représentativité patronale, des financements des organisations syndicales et patronales. C'est-à-dire qu'à trop vouloir mettre dans cette négociation, on risque de créer des crispations ou des blocages. C'est aujourd'hui ce qui est en train de se faire. N'empêche que vous parliez, effectivement, il faut rendre cette formation ce qu'elle doit être. Finalement, c'est un formidable outil contre le chômage pour la compétitivité. Il y a un problème quand même que tout le monde a soulevé et que dont tout le monde est finalement connaît la teneur, c'est le problème de l'efficacité. 31 milliards d'euros dépensés chaque année, 13,7 par les entreprises. Dominique Geoffroy, aujourd'hui quand même, si on regarde, quand on dit la formation professionnelle, aujourd'hui, elle manque d'efficacité, de transparence. Alors, elle manque d'efficacité. Cela pourrait s'améliorer, mais bon, il y a quand même des avancées importantes. Hein. Il y a un certain nombre de personnes qui partent en formation tous les ans. Donc, bien sûr, il faut une réforme. Comme le disait Monsieur Vivier, c'est à marche forcée. On est contraint. On est actuellement dans une situation de blocage. On espère que ça va se dénouer, mais effectivement, les choses sont loin d'être simples. Nous faire arriver à une conclusion au mois de décembre me paraît complètement irréaliste. Complètement, effectivement. Disons que c'est demain. Oui, c'est demain. On n'a plus que 3 négociations, on en a déjà fait 4. On a abordé très rapidement le compte personnel de formation et notamment ce qu'on y mettait, donc avec une ambition de qualification d'au moins un niveau. Mais à part ça, on n'a pas abordé le fond du dossier. Donc ça me paraît complètement... Alors, qu'est-ce que c'est que ce compte personnel de formation? Alors, en fait, aujourd'hui, on connaît le DIF. Voilà, le droit individuel à la formation. Voilà, et donc ça va remplacer le DIF. Voilà, ça va venir en substitution, mais ça a une autre ambition. Ça a l'ambition d'être universel, ça a l'ambition d'être transférable. Donc, le salarié, lorsqu'il part de son entreprise sur une autre entreprise ou lorsqu'il se retrouve au chômage,
peut bénéficier donc de ce compte compte personnel de formation. Donc celui-ci il nous suit toute notre vie, il est c'est-à-dire qu'on ne perd pas. On ne perd pas le bénéfice des heures acquises. Donc ça c'est une bonne chose. Vous êtes tous d'accord là-dessus. Sur ce point de vue. Jean-Philippe Maréchal. Oui, on est globalement, on est d'accord sur l'objectif de la mise en place du compte personnel de formation. Il faut savoir que c'était une promesse du candidat Hollande, même si elle faisait pas partie des 60 propositions du Parti socialiste, mais c'était une promesse du candidat Hollande qui peut être satisfaisante parce qu'elle rentre pour nous dans le cadre de notre projet de sécurité sociale professionnelle. Donc là-dessus, on s'y retrouve complètement. Maintenant, après, le problème, c'est qu'est-ce qu'on y met, où on met le curseur et qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne soit pas la même chose ou que ça soit pas voué aux mêmes échecs que relatifs en tout cas qu'était le droit individuel à la formation. Donc à ce titre-là, on a un certain nombre d'exigences et on voit que on n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde avec le patronat. Mais au-delà de ça, il y a quand même d'autres points dans cette réforme qui sont beaucoup plus bouleversants pour le paysage de la formation professionnelle, avec la volonté en particulier du MEDEF de vouloir remettre en cause l'obligation légale du financement de la formation professionnelle et en divisant par deux les moyens mis. Or, quand même, ce à quoi on est confronté globalement, c'est un manque de moyens. Alors on va peut-être rappeler, avec Monsieur Vivier, pour les entreprises, la formation professionnelle est une obligation d'investissement. Oui, c'est une obligation légale en fonction des seuils des entreprises, mais disons les grandes entreprises c'est 0,9%. Dans la réalité, les entreprises font pratiquement 3 fois plus. 2,6% de la masse salariale est consacrée à la formation. Les entreprises le savent, la formation c'est ce qui va permettre aux salariés de devenir plus performants et aussi sur le marché du travail, c'est ce qui va permettre aux entreprises d'attirer les meilleurs et de garder les meilleurs et de les conserver toujours meilleurs. C'est un élément de performance. Ce qui est en train de se faire, ça vient d'être dit par nos amis syndicalistes, c'est que cette formation aujourd'hui, elle va être de plus en plus rattachée à la personne et non pas à l'emploi. Et ça, c'est fondamental. Notre monde du travail voit aujourd'hui les frontières s'estomper. Le droit du travail, qui est toujours, et c'est normal, un peu en retard par rapport aux faits, est toujours accroché à l'idée que le contrat à durée indéterminée, c'est la norme absolue à laquelle il faut se faire référence. Mais ça va disparaître, ou plus exactement, je m'excuse, excusez-moi, ça va s'atténuer. C'est-à-dire que des formes nouvelles de relations de travail vont se trouver. Et du contrat de subordination, on va de plus en plus vers le contrat de suborganisation, avec le travail indépendant, les auto-entrepreneurs, le CDD, les portages salariaux, les groupements d'employeurs. Donc forcément tout cela nécessite que les garanties accordées aux travailleurs, et je ne dis pas seulement aux salariés, soient attachées à la personne et pas seulement à l'emploi. Et oui, parce qu'on est l'emploi d'une vie, quoi. Voilà, quand la CGT prône la sécurité sociale professionnelle, c'est un peu dans cette idée-là. Il y a des différences. La CFDT parle de la sécurisation des parcours professionnels. La CFTC parle du statut du travailleur. Ce sont des mots un peu différents, mais tout concourt dans la même direction. Et les entreprises ont besoin de bien considérer qu'aujourd'hui, ce qui va compter, et ce qui compte aujourd'hui et demain, ça ne sera pas de garder un poste fixe une personne, c'est lui donner de l'employabilité, de la capacité à s'adapter. L'enjeu de cette négociation, c'est pas 32 milliards, c'est le dynamisme de notre économie, de nos entreprises. Ah oui, Dominique Geoffroy, c'est ça le fond du problème dont vous parliez tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et pour nous, la CFE-CGC, on partage l'ambition du gouvernement, sécuriser le parcours professionnel, mais surtout accentuer la compétitivité des entreprises. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Parce que vous disiez finalement ce compte personnel de formation, vous disiez pas que c'était un détail, mais c'est presque... C'est pas le fond du problème. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez? Sur quoi il faut discuter? Ce qu'il faut discuter, c'est sur la pertinence des formations que les gens suivent. Ça, notamment même au préalable en formation initiale, et que les personnes qui sortent sur le marché du travail soient formées en fonction des besoins du marché. Et actuellement, c'est pas le cas puisqu'il y a des emplois qui sont non pourvus et qu'il n'y a pas une adéquation entre l'offre et la demande. Donc il faut absolument que les choix que les jeunes font correspondent à des véritables besoins et qu'on identifie les véritables besoins du marché, notamment et que les gens qui partent en formation après utilisent bien le métier pour lequel ils ont été formés, puisque c'est toute la collectivité qui investit. Si le jeune après
s'est trompé de voie, il a perdu du temps, il faut le former. Donc, le régulier. C'est pour ça qu'on a mis en place, que cette idée de conseil en évolution professionnelle émerge. C'est pour que, effectivement, dès le départ, les jeunes et les demandeurs d'emploi sont orientés de façon pertinente en fonction de leur appétence, mais aussi en fonction des besoins du marché. C'est un petit peu le conseiller d'orientation finalement qu'on a à l'école qui serait adapté au milieu professionnel. Exactement. C'est un petit peu ça, une sorte de guichet unique. Jean-Philippe Maréchal, donc la question de la pertinence des formations, ça c'est quelque chose d'important aussi, parce que on le voit finalement le secteur de la formation professionnelle, lui, se porte très bien. Hein, il se porte très bien. Donc il y a pléthore de choix. Donc là, c'est peut-être là aussi qu'il faut faire un petit peu attention. Le secteur de la formation professionnelle se porte bien. Je mettrais une petite réserve parce qu'on a quand même un centre de formation qui s'appelle l'AFPA qui lui se porte pour le coup vraiment pas très bien. Mais c'est un autre débat. Je veux pas l'initier ici. Non, ce qui est important sur la pertinence de la formation professionnelle, c'est aussi l'implication du salarié dans cette formation professionnelle. Là, on est confronté à deux problèmes et c'était l'objet initialement que on avait voulu porter, à savoir comment on met le salarié au cœur de son parcours professionnel. En tout cas de la décision de son évolution professionnelle. C'est à lui aussi de se poser les bonnes questions. Voilà, tout à fait. Et c'est là un intérêt vraiment au compte personnel de formation, c'est qu'on repositionne le salarié au cœur de la construction de son parcours. Mais là où il y a danger et là où il y a divergence avec le patronat, c'est que derrière, on peut très vite basculer vers le renvoi sur le salarié, sur l'individu, de son employabilité. Et là, nous, on y est forcément très opposés. On rentre là aussi peut-être dans un débat qui est peut-être un peu politique, qui est que je développerai pas ici, mais c'est vraiment pour nous un point essentiel sur la mise en œuvre du compte personnel de formation. C'est pour ça que je me permets d'insister un peu. Très bien. Bernard Vivier, ceci dit, la formation aujourd'hui, je parlais de la pertinence de formation, parfois elle est vécue comme le salarié, souvent, oh là là, il faut que je fasse une formation, bon bah je sais pas, qu'est-ce que vous avez, un petit peu d'anglais, peut-être des choses comme ça. On a encore cette vision-là aujourd'hui de la formation professionnelle pour beaucoup. Oui, ou alors une réticence. Est-ce qu'il ne faut pas la revaloriser? Oui, tout à fait, dans l'image. Ou alors des réticences. Qu'ai-je donc fait de pas bien pour que l'on m'envoie en formation? Ne suis-je donc pas à niveau? Et effectivement, nous avons à revaloriser la formation à tous les étages. À commencer par l'apprentissage, qui est une des grandes forces du système allemand et qui permet une adéquation entre l'acquisition de connaissances générales et de connaissances techniques. En France, l'apprentissage est encore sous-utilisé parce que l'image de l'apprentissage n'est pas bonne. Mais ça y est, c'est en train d'évoluer, soyons positifs. On peut pratiquer aujourd'hui l'apprentissage, y compris dans des formations supérieures, post-bac. Donc c'est pas uniquement l'enseignement technique. Et pourtant, c'est bien dans l'enseignement technique que nous avons besoin de bons apprentis pour qu'ils deviennent de bons opérateurs. Mais oui, il y a un travail d'image, il y a surtout, et ça c'est très important, un travail de reformatage de l'offre de formation. L'État aujourd'hui est très présent, on parle beaucoup des organismes de formation privés, ils ne réalisent pas l'essentiel de la formation. Et l'État est mal équipé, l'AFPA est quasiment en faillite, c'est misérable, l'AFPA est aujourd'hui en mauvais état et nous n'avons pas intérêt à renvoyer vers l'État, c'est-à-dire vers Bercy pour l'argent et vers l'éducation nationale pour les outils de formation, le soin de préparer les garçons et les filles dans les branches et dans les territoires. C'est aux acteurs professionnels, c'est-à-dire aux syndicats et au patronat, de négocier dans les branches, il y en a 600 en France, dans les territoires, il y a autant de bassins d'emploi, et donc c'est là qu'il nous faut agir. Dit autrement, la pression qu'exerce aujourd'hui le gouvernement n'est pas utile, n'est pas saine, n'est pas efficace. Et il est clair que ce qui est important, c'est que les acteurs s'emparent du dossier et disent à l'État, ils en ont maintenant le droit, la loi de janvier 2007 leur donne l'autorisation, en disant écoutez, vous nous avez dit jusqu'à fin décembre, on se prend jusqu'à mars, laissez-nous tranquilles, laissez-nous faire nos affaires nous-mêmes. Dominique Geoffroy, vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Mais pour revenir sur cette question, justement, il faudrait presque qu'il y ait des négociations par branche sur ces formations professionnelles. Vous en avez déjà discuté ?
Alors, il y a déjà des choses qui sont faites par rapport à certains secteurs, comme par exemple le contrat génération. Bon, c'est autre chose, mais il y a quand même un accompagnement du salarié par un tuteur. Il y a des négociations qui se font par branche, effectivement. Mais moi, je ne participe pas à ces négociations de branche. En tout cas, ce qui concerne vous êtes Dominique Geoffroy, délégué national emploi et formation CFE-CGC. Côté de vous, donc, Monsieur Maréchal, c'est la CGT Île-de-France. Ce qui est important de rappeler, c'est que, je le disais, tout le monde est concerné, que ce soit les cadres, les ouvriers et à tous les niveaux finalement de la vie professionnelle. Oui, tout à fait. Par contre, moi je souhaiterais intervenir parce que nous, on a une spécificité, un CFE-CGC, on défend donc les salariés principalement de l'encadrement et les agents de maîtrise. On souhaite et on sera extrêmement vigilant par rapport à ce compte personnel de formation, qu'il soit effectivement universel et qu'il concerne bien les salariés de l'encadrement, puisque ce sont souvent une catégorie qui est un peu laissée pour compte, sachant qu'on privilégie, on a plutôt tendance à privilégier les personnes qui ont des petits niveaux, et donc le risque, c'est effectivement que les salariés de l'encadrement ne soient un petit peu délaissés, ne soient pas... Ceci dit, j'ai des chiffres en 2010. 57% des cadres ont suivi une formation, ça date de 2010, 32% des ouvriers seulement. Comme quoi, vous voyez aussi, parfois, on a l'impression que, et peut-être que les chiffres, Monsieur Maréchal, vous vouliez réagir? Oui, non, enfin, je voulais revenir, moi, plutôt sur la question initiale que vous portiez, sur la négociation dans les branches. Elle existe déjà. Elle existe depuis maintenant de nombreuses années. Moi, je suis issu d'une branche qui pratique la discussion et la négociation là-dessus depuis 1956. Donc, vous voyez que ça date pas d'hier. Sur la formation professionnelle? Sur la formation professionnelle. On a mis en place, moi, je suis ouvrier du livre, donc, dans l'imprimerie de Labeur, on a mis en place une commission paritaire nationale de l'emploi depuis 1956, avec des accords sur l'emploi qui datent de 70, vous voyez. Donc ça se fait depuis longtemps. Après, le problème, c'est une fois qu'on a défini des priorités, une fois qu'on les a ciblées paritairement, sur un consensus qui est partagé, c'est comment on les met en œuvre dans les entreprises et comment on les rend opposables dans les entreprises. Là, on se rend compte qu'on défend de grandes idées au niveau des branches. On pourrait d'ailleurs faire le parallèle avec ce qui se passe en région. On définit des périmètres avec des formations, des politiques de formation qui sont pertinentes, mais après derrière, aucune obligation, ni pour l'employeur, ni quelque part pour le salarié, de les mettre en œuvre dans leur entreprise. Et donc on se retrouve avec des déclarations de bonnes intentions qui manquent là pour le coup un peu d'efficacité. Oui, parfois il faut être un peu plus concret. On parlait tout à l'heure, Bernard Vivier, finalement de l'idée que se font certains salariés de la formation professionnelle. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi la moderniser, cette formation? La dernière fois, je faisais un débat autour des MOOC, justement, ces cours, vous savez, d'université, ou des choses par Internet. Est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois justement un côté un peu passéiste de la formation professionnelle? Vous savez, tout vient du terrain. Et si les entreprises et les salariés expriment un besoin, les acteurs de la formation, les formateurs, publics ou privés, s'adapteront. Et s'ils s'adapteront, ils seront disqualifiés. Soit dans le domaine des formateurs publics parce qu'ils feront faillite et ils ne seront pas adaptés, on ne les appellera pas, ou dans le domaine privé de la même façon. Vous savez, il y a un marché de la formation, donc une formation de qualité qui sait s'adapter aux attentes, qui développe des outils de formation, le e-learning par exemple, la formation à distance, tout cela. Bien sûr, ça se met en route. Il faut y aller sagement, posément. Aujourd'hui, la question est beaucoup moins sur les techniques de formation que sur les financements, les acteurs et les publics. Et vous l'avez dit tout à l'heure, oui, aujourd'hui, il y a des publics qui ne sont pas assez formés. Ce sont les salariés des petites entreprises, ce sont les chômeurs. 13% seulement des chômeurs sont formés. Et donc, ces publics-là demandent à être soutenus, renforcés. Ne l'oublions pas, le chômage grandit aujourd'hui. Un peu parce que de grandes entreprises ferment, mais beaucoup aussi parce que de petites entreprises ferment. Et oui, et qu'il n'y a pas forcément adéquation, ce que vous disiez tout à l'heure. Alors pour conclure, Dominique Geoffroy, justement, la question des financements. Ça, c'est compliqué. Oui, on va les trouver où, ces financements? Justement, c'est bien. Effectivement, ce qu'on n'arrête pas de marteler, puisque, effectivement, c'est une question lancinante. Bien, toute la difficulté, c'est qu'on va avoir la même masse. Et qu'on est obligé de faire donc à iso-budget et qu'on a de plus grandes ambitions. Donc à un certain moment, comment ça va s'ordonnancer? Effectivement, il va falloir rationaliser les offres de formation. Donc il y a déjà certains acteurs qui font des propositions concrètes. Il va falloir effectivement moderniser les offres de formation, effectivement rendre une offre modulable. Si la personne a besoin de 20 heures de formation, elle n'est peut-être pas obligée de suivre 50 heures. Il y a
Il va falloir fonctionner par module. Il faut aussi que les salariés qui trouvent un emploi puissent suspendre leur formation, qu'on travaille comme à l'université par unité de valeur, et que la personne qui arrête sa formation soit pas considérée comme démissionnaire. C'est ce qui se pratique actuellement. Donc il va falloir être rationalisé, être imaginatif, mais on a cette contrainte, c'est à ISO budget. Donc un budget égal. Vous, Jean-Philippe Maréchal, pour conclure sur cette question, ça vous semble insoluble? On ne peut pas afficher les ambitions qu'on affiche aujourd'hui et dire ça restera à ISOCU. C'est pas possible. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il n'y a déjà pas suffisamment de moyens pour aller sur... Si on rationalise ce qu'on disait tout à l'heure et peut-être un peu plus transparent sur les organismes de formation, etc., sans leur taper dessus, hein, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses très bien qui sont faites. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen? Est-ce que parfois c'est pas un peu cher? Il y a toujours des gains à faire, des rationalisations à faire. Ce que vient de dire ma collègue est tout à fait juste. Il n'y a aucun problème. Tout ce qui est modularisation, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on peut avancer. Mais à partir du moment où on veut aller sur un gain en qualité de formation, la qualité, ça demande de réduire par exemple le nombre de stagiaires dans une action de formation, ça c'est concret et forcément ça coûte plus cher. Ça demande par exemple de mettre un stagiaire devant un poste au lieu d'en mettre 2 ou 3 et forcément ça revient plus cher. Et donc aujourd'hui être à ISOCU avec les ambitions qui sont affichées, c'est irresponsable, c'est inaccessible. Voilà. Et tout ça doit être conclu avant fin décembre. Très bien. Et bien on aura l'occasion d'en reparler, messieurs, dames. Dominique Geoffroy, délégué national emploi et formation CFE-CGC, merci à vous. Jean-Philippe Maréchal, responsable formation CGT Île-de-France, merci beaucoup. Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir été avec nous en ce 11 novembre. Paris est à vous continue dans un instant après un nouveau journal. Paris est à vous. L'émission qui donne le meilleur de la région capitale.